à Clermont-Ferrand. Juste une petite correction. Je ne suis pas spécialiste des retraites en réalité, ni des salaires. Et je pense que c'est important parce qu'il faut bien qu'on comprenne aujourd'hui qu'on a une bataille revendicative qui concerne des millions de salariés et qu'on ne doit pas aborder comme des experts ou des spécialistes. Je ne suis pas un expert des retraites. Non, mais c'est pas grave. Mais il y en a à la CGT. Moi, je suis en réalité à l'Union départementale, je suis en charge des questions revendicatives. Et donc les questions revendicatives sur les services publics, sur les salaires, sur les retraites, etc. Mais, alors bien évidemment, ça nécessite de lire le matériel CGT, de se former, bien sûr, mais je suis pas un spécialiste et un expert, et on n'en a pas besoin des spécialistes et des experts. Ça va, il y en a suffisamment sur les chaînes de télé, des pseudo-experts. Les salariés, ils ont besoin qu'on leur dise les choses clairement, simplement, parce que le pire danger pour nous, ce serait qu'on s'imagine que la question des retraites, c'est une question d'experts. Ça, c'est fatal pour nous, vous savez. Quand il y a eu, en 2017, les ordonnances travail d'Emmanuel Macron, un gros problème qu'on a eu, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui s'imaginaient que ces questions de code du travail, c'était des questions arides, compliquées, techniques. Il n'y a rien de pire pour faire, complètement épouvantail, répulsif, effectivement, pour les salariés. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, en l'occurrence, on va aborder les choses de façon à ce que vous, dans vos syndicats Carrefour, auprès des syndiqués et auprès des salariés, vous ayez des billes, des arguments pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, pour mobiliser ceux qui ne sont pas encore mobilisés. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que certes, on est sur une opinion qui nous est à 70% favorable, pour le moment, mais la bataille idéologique, elle va être longue, elle va être rude. Le camp d'en face, c'est-à-dire le gouvernement et le patronat, même si le patronat se fait discret pour le moment, le gouvernement et le patronat vont effectivement trouver d'autres angles d'attaque, et nous, il va falloir qu'on soit très affûtés sur les arguments. Cette bataille argumentative, cette bataille idéologique, elle est cruciale. Attention, elle ne suffira pas. Je le dis d'emblée, elle ne suffira pas. Il y a déjà eu par le passé des réformes sur lesquelles nous avons été victorieux sur le terrain idéologique. Où 70%, 65, 60, 65, 70% des Français nous suivaient. Il n'y a pas eu la victoire derrière pour autant. Donc autrement dit, pour reprendre le langage des profs de maths en collège, la victoire idéologique, c'est une condition indispensable, mais pas suffisante. Derrière, il faudra continuer un travail de fourmi, un travail rigoureux pour mobiliser. Mais néanmoins, cette bataille idéologique, elle est importante, et donc il faut la réussir. Alors, moi, je suis grandement pour la mise en commun à la CGT. La CGT, c'est une grosse organisation avec des dizaines de fédérations, une trentaine à peu près de fédérations, une centaine d'unions départementales. Il y a beaucoup de travail, il y a des conseils confédéraux, il y a beaucoup de boulot qui sont faits, et donc il faut être capable de mettre en commun. Ok ? Donc moi, là, ce que je vais vous proposer, c'est pas du tout quelque chose que moi j'ai concocté. C'est une formation, notamment travaillée par la Fédération des organismes sociaux, qui est pointue par définition dans ce secteur-là, tout comme les questions de commerce, c'est votre fédération qui est pointue. Sur les questions de sécurité sociale, la Fédération des organes sociaux, fatalement, elle a une expertise, elle a pour le coup, en tout cas, un regard pointu et une pertinence qu'il faut savoir utiliser. Et donc, voilà, c'est là que j'ai été puiser, moi, le matériel à vous proposer. Alors, d'abord, je commence, si on parle sécurité sociale, si on parle retraite, on commence toujours par parler d'Ambroise Croizat, et de revenir en 1945. On va le faire brièvement, on va pas en parler pendant des tonnes, pendant des heures, mais voilà, rappeler une citation d'Ambroise Croizat, ministre du Travail au sortir de la guerre. Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité, l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Alors, cette phrase, elle est extrêmement importante parce que 1945, c'est une révolution, les camarades.
Peut-être que ça, on n'a pas su assez le dire, le marteler, mais c'est une révolution dans la vie des travailleurs. Jamais dans l'histoire de l'humanité, pendant la vieillesse, qui a toujours été un moment difficile, délicat, on a eu effectivement le souci d'organiser par la solidarité le confort matériel et donc moral des salariés en fin de vie. Ou du moins des salariés n'étant plus en capacité de travailler. Mais qu'est-ce qui se passait dans les siècles précédents? Eh bien, la vieillesse était bien souvent le moment d'un naufrage. Si vous n'étiez pas nanti, si vous n'étiez pas un bourgeois ou un aristocrate, eh bien, vous travaillez jusqu'à épuisement. Votre famille essayait tant bien que mal, votre famille qui elle aussi était la plupart du temps assez misérable, essayait tant bien que mal de vous permettre de survivre, mais enfin dans des conditions extrêmement pénibles. Et pendant l'âge industriel, c'est-à-dire après 1850, eh bien, c'est terrible. Hein, et là, on a des exemples dans la littérature. Que vous lisiez des romans de Dickens ou de Zola, quand vous croisez un vieux travailleur dans un roman, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, parce que, voilà, soit vous avez la force de travailler pour vivre, enfin pour survivre, et quand vous ne l'avez plus, vous vivez au crochet de votre famille, et puis voilà, vous êtes un véritable boulet, quoi. Et donc, très rapidement, l'objectif des retraites va devenir une obsession du monde du travail. Et un combat, un très long combat, un combat dur, un combat dans lequel il va y avoir des avancées et puis des stagnations. Je le dis tout de suite, dans les avancées, il va y avoir, avant 1945, ce que on appelle trop souvent les régimes spéciaux, mais qu'il faut appeler les régimes pionniers. C'est-à-dire des catégories de travailleurs particulièrement organisés et déterminés dans leur lutte, qui ont réussi à arracher des retraites avant 1945 pour des régimes qui n'étaient pas spéciaux, mais pionniers. C'est-à-dire que c'était les premiers à avoir réussi à gagner effectivement un certain nombre de garanties. Et en 1945, enfin, en 1945, dans le cadre de la création de la sécurité sociale, le système de retraite apparaît. Alors c'est quoi? C'est l'opération du Saint-Esprit, c'est la Providence, c'est tout d'un coup le patronat qui se dit « Ah, franchement, la guerre, ça a été dur. Allez, on est d'accord pour contribuer à financer un système de retraite. » Et la sécurité sociale? En aucun cas. Si Croizat, ministre du Travail, peut effectivement faire ce genre de phrase et derrière organiser la sécurité sociale, c'est parce que le patronat, on lui a tordu le bras. Et on lui a tordu le bras et on lui a imposé une sécurité sociale et il n'avait pas le choix. Il n'était pas en position en 1945 pour refuser. Pourquoi? Pas simplement parce que les horreurs de la guerre, les atrocités de la guerre, l'espoir d'un monde nouveau. Non mais c'est une blague. Le patronat ne fonctionne pas comme ça. Si en 1945, le patronat accepte cette révolution de la sécurité sociale et des retraites, c'est tout simplement parce que le patronat, en 1945, est discrédité. Il a collaboré. Et il a collaboré dans les grandes largeurs. Des grands patrons comme dans l'automobile, par exemple, Louis Renault, même s'il essaye aujourd'hui de faire croire que non, pas du tout, il n'a pas du tout collaboré. Le patronat français, mais le patronat européen et le patronat allemand. Je rappelle qu'en mars 1933, Hitler fait un pacte faustien avec le patronat allemand, puis pas n'importe qui, Krupp, Thyssen, Farben, etc. Donc le patronat, le capitalisme européen s'est discrédité, le capitalisme français aussi, et le patronat n'est pas en position pour s'opposer à cela. Il suffit de se souvenir, de lire les mémoires de De Gaulle. De Gaulle explique très bien qu'en 1944, alors qu'il est à la tête du gouvernement provisoire de la République française, il reçoit le patronat français au palais de l'Élysée. Et quand il débarque, il les accueille en leur disant « Messieurs, ces dernières années, on ne vous a pas beaucoup vus. » Sous-entendu, ça collaborait sec. Vous étiez plus souvent à Vichy qu'avec la résistance. Et la CGT et d'autres organisations porteuses effectivement du mouvement social, au contraire, elles ont été extrêmement présentes, notamment ce qui constituait dans l'entre-deux-guerres ceux de la CGTU, notamment ceux-là,
qui ont mené la bataille du rail, etc. Rappelons la grande figure de Pierre Sénart. Et donc en 1945, le patronat, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Voilà pourquoi il cède cela. Et comme on a peu de temps, je vais passer relativement vite, je suis désolé, sur ce qui constitue notre système de retraite. Je vais essayer de faire quelques incursions, mais il faudra sans doute, dès lors qu'aujourd'hui je dois me concentrer sur la réforme, la contre-réforme gouvernementale, il faudra sans doute, peut-être que vous prévoyez d'autres formations sur le système tel qu'il existe en 1945, à travers ces grandes composantes de ce système solidaire par répartition. Parce que là, aujourd'hui, si je veux vous donner des billes, il va falloir quand même que je m'intéresse surtout à la contre-réforme elle-même. Mais donc voilà, ce système, il faut quand même garder en tête une chose simple. En 1945, la France et l'Europe sont en ruine. La France est en ruine. Elle est en ruine. En 1944, les Alliés débarquent en Normandie et en Provence, et pendant toute une partie de l'année 1944, il y a des combats en France qui ruinent le pays. C'est-à-dire que les routes sont détruites, pour grande partie, les ponts, le potentiel industriel, enfin c'est une catastrophe, quoi. Et sans compter les villes entièrement détruites. Hein. Vous savez peut-être, mais il y a des villes entières qui ont été complètement reconstruites depuis 1945. Saint-Malo, c'est une reconstruction totale. Hein. Sur les villes de la côte, à Saint-Nazaire, à Dunkerque, il y a eu des destructions terribles. Donc, la France, elle est en ruine. Et on arrive à financer, en 1945, un système solidaire par répartition. Et aujourd'hui, les gars nous disent, ah, mais on peut plus. On peut plus. Comment ça, on peut plus? On a versé 80 milliards aux actionnaires en 2022. Comment ça, on peut plus? En 1945, les Français, ils n'avaient plus de quoi bouffer. On allait au rationnement. On n'allait pas au supermarché pour aller bouffer. On allait au rationnement. Chaque personne, elle avait le droit à tant de grammes de viande, de pain, etc. Hein, les gamins qui sont nés en 1945, ils avaient les dents pourries. Parce qu'il y avait une telle malnutrition que, effectivement, dans les premières années de leur vie, ils l'ont payé physiquement. Il y avait des carences alimentaires. Et on a pu financer le système de retraite par répartition. Mais de qui se moque-t-on? Donc, par contre, à partir, tout doucement, vous savez, le patronat, il agit comme ça, avec ses alliés libéraux, tout doucement, ils ont essayé de miner ce modèle de la sécurité sociale. D'accord? Alors, on pourrait rappeler des tas de choses. Hein. Je rappelle qu'au début, la sécurité sociale n'était gérée que par les salariés. Hein. Le paritarisme, c'est arrivé plus tard, dans les années 60. Merci De Gaulle. Merci De Gaulle. Hein, qui vient saboter ce que il avait été mis en place par Croizat en 1945. Mais bon, surtout, à partir des années 90, nous avons toute une série de réformes qui attaquent notre système de retraite et qui le dégradent. 1993, avec effectivement Balladur, avec Juppé. Vous avez 93 avec Balladur, pardon. Vous avez 95, la tentative avec Juppé qui avorte. Puis vous allez avoir 2003, la réforme Fillon. Puis la réforme de 2010 avec Woerth. 2013, la réforme Touraine, portée par Hollande et son gouvernement de sociaux-traîtres. 2019, la tentative avortée, et maintenant aujourd'hui. Avec une matrice. Nous faire travailler toujours plus tard, soit reporter l'âge légal, soit allonger la durée de cotisation, soit les deux, comme avec la réforme, là, c'est les deux. C'est la double peine. Hein. Et donc, on travaille de plus en plus longtemps, et on touche de moins en moins. Et je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut présenter les choses. L'idée, c'est de faire en sorte que les pensions de retraite, on les touche de plus en plus tard et qu'elles soient de plus en plus basses. Pourquoi? Parce que nous parlons là d'un sacré magot. Hein? Il y a un film de Jacques Audiard qui s'appelle Touche pas au Grisby. Il y a un sacré Grisby là. Le budget des retraites, c'est 320 milliards. 320 milliards.
320 milliards, c'est le budget annuel des retraites en France. Vous imaginez le pognon? Ça fait des décennies que les groupes privés salivent sur ce pognon. Ça fait des décennies que les grands groupes privés rêvent de mettre la main sur ce magot et de transformer notre système solidaire par répartition en système de capitalisation, c'est-à-dire où on compte sur le privé, on souscrit à des retraites privées, ceux qui peuvent, et c'est le règne du chacun pour soi. Il y a des pays où c'est comme ça, et les capitalistes français rêvent de ça. La meilleure manière pour eux d'y arriver, c'est de convaincre un tas de Français, ceux qui peuvent bien sûr, de se dire, bon, ma retraite elle est pourrie là, ce que je vais toucher par le système avec répartition, ça vaut vraiment pas tripette, donc je vais épargner sur un capital retraite privé. Voilà, vous savez, c'est là. Et donc, ces réformes-là, elles ont finalement comme objectif de discréditer, de dégrader au maximum le système par répartition pour pousser de plus en plus de Français vers un système par capitalisation. Mais attendez, on parle de centaines d'euros par mois. Qui a les moyens de faire ça? Qui a les moyens de faire ça? Voilà donc la problématique qui va être la nôtre aujourd'hui. Alors, bon, je laisserai aux camarades ce diaporama, hein, effectivement, qui aborde dans un premier temps, et ça je vous l'ai dit, notre système actuel de retraite, hein, une conquête ouvrière face au capital, parce que c'est bien comme ça. Hein. Personne ne nous a fait cadeau de rien. Hein. Vous savez, c'est une phrase d'un révolutionnaire du 19e siècle. Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Hein. On ne nous a rien offert. Hein. On a tout été cherché avec les dents. Donc, malheureusement, là-dessus, voilà, donc les ordonnances du 19 octobre 1945, un système par répartition, un système à prestations définies, un système redistributif et solidaire. Alors, malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller dans cette direction, mais je laisserai le diaporama pour que vous puissiez effectivement, éventuellement, organiser une session de formation ou, en tout cas, vous appuyer sur ce PowerPoint qui est très très clair. Effectivement, donc on rappelle là, le système actuel qui est à la fois composé d'une retraite de base, d'une retraite complémentaire obligatoire dans le privé mise en œuvre par la Chef-Larco, et d'une retraite supplémentaire éventuellement qui est facultative et qui est par capitalisation. Hein, c'est cette portion-là que les capitalistes voudraient voir prendre de plus en plus d'importance. Ça, c'est pour le régime général. Et au-delà du régime général, on a ces régimes pionniers, hein, qu'on a par exemple dans les industries gazières, qu'on a chez les cheminots par exemple, hein, avec une organisation spécifique, c'est-à-dire eux, ils ont un seul régime base et complémentaire, intégré comme on dit. Hein. Vous avez aussi dans l'administration des régimes spéciaux pour les catégories dites actives. Ce sont des salariés qui ont des conditions de travail particulièrement difficiles et sur lesquelles il n'y a pas eu encore d'attaque complète de la part dans les précédentes réformes. Par exemple, ça concerne les catégories actives, les éboueurs par exemple. Hein, dans certaines, vous savez, les éboueurs ont une espérance de vie extrêmement basse, hein, avec l'espérance de vie, elle est, j'avais le chiffre en tête, mais enfin c'est avec toutes les vapeurs toxiques qu'ils inhalent, etc. Voilà, ils rentrent dans la catégorie active. Alors, la retraite juste quand même, hein, évoquer le fait que la retraite fait partie de ce qu'on appelle le salaire socialisé. Une grande erreur sur laquelle il va falloir qu'on travaille absolument, c'est que les salariés s'imaginent que le salaire, c'est le chiffre qu'ils ont en bas de leur fiche de paye et qui est viré sur leur compte courant, le salaire net. Non, ça, c'est une partie de votre salaire. C'est ce qui vous permet de faire face à votre budget. Mais ce qu'il y a au-dessus, qui pour beaucoup de salariés, c'est quelque chose d'abscon, de finalement peu clair, et que le camp d'en face appelle des charges. Ce ne sont pas bien évidemment des charges. C'est effectivement, ce sont les cotisations qui permettent effectivement de nourrir les différentes branches de la sécurité sociale. Et ça, c'est effectivement du salaire dit socialisé, c'est-à-dire
l'ensemble de ces cotisations sociales qui sont versées dans un pot commun, hein, et qui ouvrent à des droits, dont la retraite. D'accord ? Et ça, c'est un vrai travail à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire leur fiche de paye, et surtout qui s'imaginent que cette colonne au-dessus du salaire net, en gros, pour parler comme les jeunes, c'est relou. Non, c'est pas relou, c'est du salaire. Et quand on vous dit, comme le dit l'extrême droite, nous, on va augmenter votre salaire en baissant vos cotisations, eh ben, vous savez quoi? Ça consiste à vous dire, à vous donner dans la main droite ce qu'on vous a volé de la main gauche. C'est ridicule. Voilà. Parce que, à terme, si la sécurité sociale n'est plus nourrie, si son budget se tarit, quand vos gamins ou quand vous-même vous allez être malade, ça sera plus la carte verte que vous allez sortir, c'est la carte bleue. Donc c'est du salaire socialisé, tout ceci. Les retraites aussi. Si la sécurité sociale disparaît, eh bien, votre retraite, vous allez la financer avec votre argent. Donc on est bien en train de parler d'un salaire socialisé. Voilà, ainsi, quand même, le rappeler, il faut le savoir, on dit que c'est un système solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour dire les choses simplement, qu'il y a des moments où ce sont les autres qui cotisent pour vous, puisque tout le monde cotise pour tout le monde, pour dire les choses un peu simplement. Et il y a des dispositifs de solidarité qui existent et dont tout le monde bénéficie. On a calculé à la CGT que 93% des gens qui partent à la retraite ont bénéficié à un moment ou à un autre dans le calcul de leur retraite de ces dispositifs-là. Donc la solidarité, elle profite à tout le monde. Et dans le montant, les fameux 320 milliards du budget des retraites dont je vous ai parlé, plus de 16% du montant, effectivement, de ce budget est lié à la solidarité. Donc ça coûte de l'argent, c'est important comme somme, et ça profite à tout le monde. Donc c'est un bouclier protecteur pour nous tous, c'est un filet protecteur pour nous tous. C'est pour ça qu'on dit que ce système est solidaire. Et il faut arrêter de dire, comme le fait en permanence le camp d'en face, que oui, c'est toujours les mêmes qui bénéficient. Non, c'est pas vrai. 93% des salariés en profitent. Et eux, quand ils vous disent « Oui, nous, on veut une réforme plus juste », à ce moment-là, allumez tous vos gyrophares. Je vais vous donner un exemple. Et je vous jure que c'est vrai, hein, je raconte pas de ça en net. Lors de la réforme en 2019, où ils développaient les mêmes argumentaires. Ouais, c'est une réforme juste, c'est une réforme qui est bonne pour les femmes, etc., etc. Mais par contre, il y a des choses inégalitaires, donc nous, on veut plus d'égalité. Ok. Il disait, dans la réforme de 2019, bon, dans le privé et dans le public, les femmes n'ont pas le droit au même nombre de trimestres cotisés par enfant. D'accord? Par enfant, vous avez un nombre de trimestres, et il disait, voilà, chez les salariés du public, femmes et les salariés du privé, c'est pas le même. Conséquence, il proposait d'annuler tous les trimestres cotisés par enfant pour tout le monde. Voilà, tout le monde à poil, tout le monde égaux. Non mais c'est sérieux, hein. Alors on s'était fait plaisir hein, dans la bataille idéologique, là, avec des arguments pareils. Voilà, l'argument c'est, comment ça toi, toi t'as un seul manteau, toi t'as deux manteaux, allez, on vire les manteaux, tout le monde à poil. Voilà. Et là c'est bien, là on est bien. Là on est bien. Voilà. C'est équitable. Voilà. Donc, voilà, ce système, en réalité, alors, ça ne veut pas dire que nous on ne demande pas une réforme, hein, mais une réforme pour renforcer. Parce qu'avec toutes leurs réformes successives, ils ont dégradé notre système. Et donc on veut une réforme pour le renforcer, pour reconquérir des droits qui nous ont enlevés à tous. Alors voilà, rapidement, alors ça c'est important quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste. Alors d'ailleurs j'avais oublié la première. La première c'est sous la cohabitation, la première cohabitation, la loi Séguin, qui imposait effectivement que les pensions de retraite soient revalorisées sur l'inflation et non plus sur l'évolution du salaire moyen. Ce qui a été parfait pour permettre la précarisation et la pauvreté grandissante des retraités par rapport aux salariés actifs. En 93, la réforme Balladur, qui fait passer de 37 années et demie de cotisation à 40 années de durée d'assurance pour les salariés du privé, et passage des 10 aux 25 meilleures années pour le calcul de la pension. Hein, parce que vous, dans le privé,
jusqu'à cette infâme réforme, le calcul de votre retraite était calculé sur les 10 meilleures années. Maintenant, c'est les 25. Vous le devez à Balamou. D'accord? Première réforme, enfin, deuxième réforme particulièrement infâme, mais qui avait été effectivement, qui est le point de départ d'une dynamique qui va s'accélérer. 95, c'est la réforme Juppé, qui tente un projet de régime universel, et qui, bien évidemment, chute sur les régimes spéciaux, avec la mobilisation massive, la paralysie de l'économie. En 2003, c'est la réforme Fillon, avec l'allongement progressif de la durée de cotisation jusqu'à 41 années et demie, application de la décote à partir de 67 ans, et des règles du régime général au régime de la fonction publique. Alors, il y avait eu une très forte mobilisation dans le public, mais la réforme était passée. La réforme Woerth, qui repousse l'âge légal à 62 ans, voire à 67, pour ceux qui n'ont pas atteint les 41 annuités et demie. La réforme Hollande, qui augmente la durée de cotisation jusqu'à 43 ans pour la génération de 1973, avec une accélération avec un calendrier de mise en place, qui fait que ça progresse au fur et à mesure du temps. C'est un calendrier, le calendrier de Touraine. Bien. Ouais. Alors, la décote, c'est que ça veut dire que après 67 ans, on ne fait plus, votre pension ne sera plus baissée. Voilà, c'est-à-dire que là, vous pouvez effectivement prétendre, si vous travaillez jusqu'à 67 ans, à un taux plein. D'accord? Vous n'aurez pas effectivement on vous ne fera pas une décote, j'essaie de chercher un autre mot, une baisse, on ne diminuera pas, comme une sanction, votre pension de retraite. D'accord? Si vous bossez jusqu'à cet âge-là, vous pouvez la toucher à taux plein. D'accord? Et ça, ils ne l'ont pas touché dans la réforme actuelle. Alors, voilà, ça c'est le système actuel. Dans le privé, avant 62 ans, ce sont des départs anticipés. 62 ans, si taux plein, vous pouvez partir, c'est l'âge légal. Et 67 ans, donc c'est l'âge automatique du taux plein. Vous voyez, il était présenté là dans ce slide. Alors, voilà, maintenant, on rentre dans faut-il réformer le système? Et donc là, on arrive au cœur de la bataille idéologique. Ils nous expliquent, faut voir ce qu'ils racontent quand même. Gabriel Attal a dit, c'est soit la réforme, soit la faillite. D'accord? Non mais c'est ce qu'il dit. Soit la réforme, soit la faillite. C'est le Titanic. D'accord? Donc bon, alors on se dit, ah bon, vraiment, c'est vraiment... Alors on est un peu étonné parce qu'en 2022, on a un excédent de 3 milliards. Bien. Donc ça veut dire déjà qu'il faut savoir que le déficit, c'est pour 2027. Un déficit, donc pour 2027, de 12 milliards à peu près. Bon. 12 milliards. Mais 12 milliards, au regard du budget de 320 milliards, ça fait un déficit de 3%, 3,5%. L'État est en déficit de 5%. Là. Pas en 2027, là, maintenant. Ça va, j'ai pas l'impression que Madame Borne soit sous antidépresseur. Bon, elle le sera peut-être dans quelques semaines, mais ça les inquiète pas plus que ça. C'est un déficit de 3,5. Et, en principe, on a effectivement le corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui s'intéresse à ces choses-là. Le corps nous dit qu'en réalité, on est, à partir du moment... Alors, il dit plusieurs choses, le corps. D'ailleurs, y compris des fois aussi clair. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu encore des déclarations du corps qui va à l'encontre de ce que dit le gouvernement. Alors, moi, je pense que ce sur quoi il faut insister vis-à-vis du corps, c'est expliquer que le corps affirme clairement que le déficit n'est que ponctuel et qu'il va on retournera à l'équilibre naturellement dans plusieurs décennies. Et c'est ça le problème. Le problème d'un déficit, c'est quand on ne le maîtrise plus. Quand on a effectivement un déficit qui est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première chose. Dire aux salariés, il n'y a aucune urgence. En ce moment, c'est excédentaire.
Il y aura un déficit d'ici quelques années, mais c'est un déficit qui est à hauteur de 3%. Et le corps nous dit, dans plusieurs décennies, avec un scénario très précis, vu la situation, les choses vont se résorber. La seule chose que le gouvernement en face est capable de répéter, c'est vu le nombre d'actifs et le nombre de retraités, gna 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 gna, ça fait 30 ans qu'ils nous gonflent avec ça. En n'intégrant pas une chose importante, les gains de productivité ont explosé. Ça veut dire que certes, il y a moins de travailleurs par rapport aux retraités que dans les années 70, mais on a explosé les gains de productivité. C'est-à-dire que les travailleurs produisent énormément de richesses. Parce que les 80 milliards là, de dividendes aux actionnaires, c'est pas Dumbledore qui est arrivé avec sa baguette et qui a fait Expelliarmus. Et le pognon, il est arrivé. Il arrive de la sueur de votre front. Hein? Les dividendes, c'est de l'argent qui devrait être dans vos poches sous forme de salaire. C'est vous qui avez produit la richesse. C'est pas des crétins de traders derrière leur ordinateur. Qu'on enlève les salariés de Carrefour, on va voir ce qui va se passer, tiens. Mais même les robots et l'intelligence artificielle, hein, s'il n'y a pas l'intelligence humaine derrière pour l'alimenter, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, pardon, il n'y a rien. Moi j'ai déjà été chez Carrefour, j'ai déjà vu les gens quand ils sont derrière les caisses automatiques, on regarde, c'est des camarades de Carrefour qui m'avaient montré toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui appelle l'hôtesse parce que la machine elle marche pas. Hein, bon, on est tranquille. Bon. Donc, cet argent, il vient de la sueur de votre front. Donc il n'y a effectivement aucune urgence de financement. Et quand bien même on voudrait trouver des solutions de financement, la CGT, elle a des tas de propositions. Elle en a plein. Première solution, parce que moi au début les camarades m'avaient demandé de venir intervenir sur salaire. Clairement, on assume à la CGT, hein, la meilleure solution pour régler tous les problèmes de retraite, là, c'est les salaires. Et il y a un argument béton. Vous augmentez les salaires de 5%. Pardon, hein, c'est juste rattraper le niveau de l'inflation. On a une inflation à plus de 5. Donc 5%, c'est même en dessous de l'inflation. Vous dégagez 9 milliards de cotisations pour les caisses de retraite. 9 milliards. Excusez-moi. Alors quand on dit ça, sur les plateaux de télé, alors là, les éditorialistes, mais ils s'arrachent les joues avec leurs ongles. Mais comment ça? Mais ça va pas. Mais comment ça, ça va pas? Il y a une inflation à 5%, merci. On a le droit de rattraper le coût de la vie. C'est pas la prise du palais d'hiver, hein, c'est pas Lénine. Voilà. Non mais franchement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Autre piste. L'égalité salariale femmes-hommes. Bon. Il y a quelqu'un pour dire que c'est normal que les femmes touchent moins? Non. L'égalité salariale femmes-hommes, sauf que le gouvernement a été incompétent là-dessus. Il nous a pondu un index, l'égalité professionnelle, qui est une farce, qui ne marche en rien, qui est une imposture et une usine à gaz. D'ailleurs, il veut nous proposer un index aussi pour les seniors. Hein, une deuxième usine à gaz. Bon. Donc, le gouvernement est incapable de faire ça, mais c'est sa volonté politique, c'est son efficacité politique que de gagner ça. Et d'obliger de tordre le bras aux entreprises pour qu'elles gagnent, elles imposent l'égalité salariale. L'égalité salariale, c'est plus de 6 milliards dans les caisses de retraite. Et il y en a qui sont en train qui vous disent régulièrement, oui, mais alors quoi, mais le CAC 40, c'est pas toute l'économie française. Eh ben d'accord. Alors on va cibler un peu le CAC 40 dans ce cas-là. Juste le CAC 40, on va laisser les autres tranquilles. Alors on va réfléchir 2 secondes. Moi, ce qui me sidère quand même, c'est que ce gouvernement d'imposteurs vient pleurnicher sur le financement de la Sécu. Alors que depuis des années, ils exonèrent de cotisations sociales patronales à tour de bras. C'est-à-dire que les mecs, on en est aujourd'hui, les camarades, sachons-le, hein, à 75 milliards d'exonération de cotisations sociales patronales. Et les mecs vous disent, il nous manque 12 milliards. Mais ça va, les gars? Ça va 5 minutes de nous prendre pour des cons, quand même. Eh bien, vous allez arrêter d'exonérer les cotisations sociales patronales, et même celles, d'ailleurs, même celles du CAC.
Ça va nous permettre, je crois, de ramener dans les caisses autour de 6 milliards. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie mon chiffre, je crois que c'est même encore un peu plus. Premièrement. Deuxièmement, on dit à la CGT qu'on pourrait aussi élargir l'assiette de cotisation. On soumet à cotisation les salaires. Bien. Mais on pourrait soumettre d'autres revenus à cotisation. La participation, l'intéressement, les revenus financiers, les dividendes aux actionnaires du CAC. Parce que les autres, c'est des pauvres actionnaires. Les dividendes des actionnaires du CAC, on pourrait les soumettre à cotisation. Je ne vous raconte pas l'arrivée des milliards dans les caisses de retraite. Ok? Autrement dit, pour dire les choses simplement, on ne peut pas dire, et aujourd'hui le camp d'en face, il est en très grande difficulté. Moi l'autre jour, j'étais sur CNews, j'avais 5 chiens de garde face à moi. 5 à raconter tous les mêmes conneries. Eh ben, on est tellement à l'aise sur nos arguments que les 5 à la fin, ils la fermaient. Qu'est-ce que vous voulez? Et oui, il y avait même le mec du FN, mais il n'est pas venu sur le fond du dossier, lui. Lui, il n'est pas venu sur le fond du dossier. Il est venu raconter autre chose. Mais les 4 autres, ils étaient sur le fond du dossier. Et en réalité, ils sont en très grande difficulté parce que comment voulez-vous, les camarades, que devant les salariés, ils défendent le fait qu'ils viennent pleurnicher pour 12 milliards d'ici 2027, alors qu'en 2023, en 2022, on a versé 80 milliards de dividendes. Alors c'est des dividendes et d'autres choses, mais enfin des revenus financiers aux actionnaires, 80 milliards. Et dans le même temps, l'État français distribue entre 160 et 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, sans aucune contrepartie. Mais comment voulez-vous? C'est pas sérieux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, moi, ce sur quoi il faut insister, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron, avec son discours « quoi qu'il en coûte », on n'avait juste pas compris, enfin, on s'en doutait un peu, hein. Certains d'entre nous qui avaient l'esprit taquin. Qu'en fait, quoi qu'il en coûte, ça c'est comme le gars au resto qui dit « allez, 10 tournées, quoi qu'il en coûte ». Et vous vous dites, je sens que c'est moi qui l'ai raqué à la fin. Ben c'est ça en fait. Quoi qu'il en coûte, et donner l'addition au prolo. Parce que les entreprises, elles ont eu le droit au plan de relance. L'essentiel du plan de relance, c'était pour l'offre. Et là maintenant, l'addition, c'est pour notre pomme. Pour ceux qui ont la mémoire, route Bézieux, on était encore en plein dans la pandémie du Covid en 2020. Moi, je me souviens parce que je sortais de l'hosto. Et je l'entends encore, à la sortie de l'hosto, je l'entends encore dire il va falloir travailler plus longtemps. Lui, c'est pas la retraite, il pensait au temps de travail. Il voulait nous revenir sur les 35 heures. Hein? Les mecs, d'emblée, ils se sont dit comment on va faire? Qui va repayer à la fin? C'était nous. Et c'est ça, cette réforme. Cette réforme, et c'est là où Emmanuel Macron est dans la mouise, jusque-là. C'est que la ficelle, elle est un peu grosse, et qu'Emmanuel Macron, il n'a pas mesuré, il a une hubris, il a la démesure du pouvoir, et je pense surtout qu'il nous prend vraiment pour des crétins, et qu'il s'imaginait que la ficelle, on n'allait pas trop la voir, il allait y avoir la Coupe du Monde, puis ça allait passer, quoi. Ben ça passe pas. Voilà. Ça passe pas parce que, il y a quelques semaines encore, avant les vacances, les gens étaient déjà énormément en colère sur la question des salaires, sur la question de l'inflation, et que c'est lié, bien évidemment, à la question des retraites. Et que les gens, même s'ils ne sont pas des spécialistes en économie, ces choses-là, ils les ont, bien évidemment, mesurées. Alors, notre système de retraite, le gouvernement applique ce vieux principe qui consiste à dire, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, ils nous disent des tas de trucs sur notre système. Des fake news. Des fake news. Et ils en donnent à tire-larigot. Alors nous, on est bien conscient qu'il y a des choses à revoir, à réformer, mais pourquoi? Parce que ce système a été dégradé par les réformes précédentes. C'est tout. Et qu'il faut donc reconquérir des droits. Mais la matrice du logiciel, elle est très bonne. Parce que même dégradé, ce système, il reste très protecteur. 16,9 millions de retraités qui perçoivent un droit direct, c'est-à-dire leur pension directement. Plus d'1 million qui perçoivent un droit dérivé, c'est-à-dire de la reversion. Et le taux de pauvreté des seniors à la retraite est de 7% en France, contre 32% pour les seniors
qui ne sont ni en emploi ni en retraite. Un taux de pauvreté qui a plus de 14% dans la population globale. Et en cela, c'est vrai que les retraités français sont mieux traités que les voisins européens. Et alors là, on va s'arrêter 2 secondes. Juste, je prends un peu d'eau. Parce qu'ils nous disent, oui, regardez en Allemagne, c'est jusqu'à 67 ans, regardez là-bas, c'est jusqu'à 65 ans, en Espagne, tatatit. Et alors, comment je vous le dis, si vous entendez un argumentaire, il faut être tranquille sur ces assises-là. Il faut leur dire, et c'est quoi le projet? Il faudrait qu'on s'excuse. Mais encore heureux, ouais, en France, on part plus tôt que chez les pays européens, et les retraités sont moins pauvres. Et il faudrait s'excuser. Et pourquoi c'est le cas? Mais pour une seule raison. Et moi je le dis, je suis pas du tout chauvin, mais je suis très fier de vivre dans un pays où les salariés se battent comme des chiens de talus pour empêcher les régressions sociales. Et on le dit les yeux dans les yeux, ça, parce qu'on est très content. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Oui, oui. On est des emmerdeurs de travailleurs français et on est attachés à nos conditions de vie. Exactement. Et ça nous va très bien. Parce qu'en fait, là, les salariés allemands, espagnols et tout, allez leur demander s'ils sont contents, ils les ont là, oui. Et ils sont pleins de colère. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'il y a un certain nombre de pays où c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Chez nous, on en a 90 des FAF à l'Assemblée. Mais chez un certain nombre de pays, ils sont au pouvoir. Donc ouais, les gens, ils ont encaissé, les pauvres. Ils n'ont pas réussi à mobiliser massivement, mais ça les a mis dans une colère sociale qui fait que majoritairement, l'extrême droite arrive au pouvoir. Ah ouais. Et nous, on va bien les faire chier, là. Et puis bien proprement, on va bien la paralyser, l'économie. Et tranquille, parce que c'est nos conditions de vie. Leur conception de la société, elle est dégueulasse. Ils en sont à un tel point qu'ils essayent, pour imposer leurs réformes, d'imposer la clause du grand-père. Mais ça, c'est quand même incroyable, ça. C'est quand même fou. Arrêtons-nous 2 secondes pour mesurer ce que ça veut dire. Ces gens disent aux cheminots, aux électriciens gaziers, etc. Eh les gars, détendez-vous, vous gardez votre système. C'est pour les jeunes. Ceux qui entrent, eux, ils l'auront pas. Mais c'est, après moi le déluge. Hein? Voilà. Pour moi, c'est bon. Ça va. Les autres, par contre, ils vont pouvoir crever la gueule ouverte, les jeunes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces arguments? Qu'est-ce que c'est que cette conception de la société? Consistant à nous dire, ailleurs c'est pire. Donc, mollo, quoi, hein, regardez ailleurs, là. Ils sont encore plus pauvres que vous. Ou consistant à vous dire, mais attendez, c'est surtout les jeunes qui vont prendre. Encore plus. Nos enfants, oui, c'est ça en plus. C'est-à-dire que faut vraiment avoir une vision des travailleurs terrible. C'est-à-dire que le travailleur, il rentre chez lui ou la travailleuse, et puis il voit ses gosses, et il dit, chacun sa merde, hein, d'accord? Donc, il y a là, bien évidemment, quelque chose de totalement inacceptable. Alors, tout à l'heure, je disais, leur projet consiste non seulement à nous faire travailler plus longtemps, mais à nous faire toucher des pensions de plus en plus faibles. Alors, pour la principale raison, elle est là. Vous voyez en bleu, on a, depuis les années 60, la part dans la population des plus de 65 ans. Bah oui, même si en France, on est un des pays d'Europe où il y a le plus de natalité, on a une part des plus de 65 ans, hein, qui ne fait qu'augmenter, c'est ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Et ça, vous avez vu, c'est continu, l'augmentation, elle s'est un peu freinée là depuis, elle sera un peu plus freinée là à partir des années 2040-2050, hein, ce qui va notamment expliquer les prévisions du corps. Mais bon, voilà, il y a une augmentation des seniors, des plus de 65 ans dans la population. Par contre, effectivement, vous avez une courbe orange qui augmentait, qui maintenant stagne. C'est le scénario du gouvernement, c'est effectivement le scénario du gouvernement sur le décrochage des pensions, parce qu'en fait, l'idée, c'est que la part des retraites dans le PIB est plafonnée à 14%.
D'accord? Donc vous avez une part, c'est tout ce plafond là, hein, vous avez vu cette, à partir de, c'est là, ouais c'est ça, à partir depuis entre 2015 et 2020, voilà, ils ont prévu justement un scénario avec des dépenses de retraite qui sont stagnées à 14% du PIB. Mais si vous les plafonnez, c'est-à-dire si le gâteau reste le même, alors que le nombre de personnes qui doivent manger le gâteau augmente, à la fin il reste des miettes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, ça, nous, bien évidemment, on déplore clairement cette situation et qui va, comme le dit le titre du slide, à l'encontre des choix, des besoins de la société. Donc, nous, on est convaincus à la CGT que ce scénario du gouvernement consiste effectivement à délibérément chercher à appauvrir les retraités et donc, effectivement, à insister sur des politiques et des choix inégalitaires sur la répartition des richesses, en maintenant, bien évidemment, qu'il y a d'autres possibilités et qu'il y a d'autres choix et d'autres alternatives. Alors, la réforme Macron-Borne, elle entrerait en vigueur au 1er septembre 2023, de ce que nous a dit Emmanuel Macron. C'est une accélération de la réforme Touraine. Pour ceux qui sont nés en 1965, dès 1965, soit beaucoup plus tôt effectivement que ce qui était prévu initialement, ce serait 43 ans avec un trimestre supplémentaire par an. Les mesures, c'est le report de l'âge légal de retraite de 62 à 64 ans, voilà, selon cette évolution-là. Et regardez, hein, la génération qui est née en 1968, 64 ans. 64 ans dès 2030. D'accord? Bon, l'âge de l'annulation de la décote reste 67 ans, ça ne bouge pas. Alors, donc la réforme, elle comprend aussi la suppression des régimes spéciaux, c'est-à-dire à la RATP, aux industries électriques et gazières, à la Banque de France, pour les nouveaux embauchés. Ça, c'est la fameuse clause du grand-père. Impact de l'allongement de la durée de cotisation à partir de 2025. Décalage progressif de 2 ans. De toute façon, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que c'est 2 ans de plus pour tout le monde. D'accord? C'est 2 ans de plus pour tout le monde, y compris ceux qui partaient en départ anticipé dans les régimes de pionniers à 52 ans, ça sera 54. C'est 2 ans pour tout le monde. Les fameux dispositifs carrière longue. Si vous avez commencé à bosser avant 16 ans, enfin 16 ans quoi. Ça va Gavroche quoi. Donc, avant 16 ans, vous partez à 58. 44 ans de cotisation. Super. Merci le dispositif carrière longue. Entre 16 et 18 ans, 60 ans, 44 ans de cotisation. Merci le dispositif carrière longue. Super. Entre 18 et 20 ans, à terme 62 ans, alors que 60 ans aujourd'hui. Donc, les départs anticipés pour handicap et l'invalidité. Pas de changement, sauf que l'allongement du nombre de trimestres provoque une baisse du niveau des pensions. Oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, alors notamment les personnes qui sont en situation de handicap ont, je crois, en moyenne 8 ans de chômage avant leur départ à la retraite, contre 1,8 en moyenne pour la population active. Et donc, pour ces populations en particulier, le report de l'âge légal est une catastrophe. Dès lors qu'on a dans le système actuel 8 ans de chômage en moyenne, rajouter 2 ans, c'est une décennie. Avec bien évidemment un impact sur le niveau de la pension, bien sûr. Alors, ils réintroduisent 3 critères dans effectivement le compte pénibilité. Alors, porte de charge lourde, posture pénible, vibration mécanique. Alors, d'abord, il faut savoir une chose. Emmanuel Macron a fait partie du gouvernement qui a liquidé les critères de la pénibilité sous Hollande. Point numéro 1. Et ce qui est réintroduit est largement insuffisant par rapport à ce qu'il y avait au départ. Il reste en plus extrêmement restrictif pour des points qui ne sont pas détaillés, c'est-à-dire qu'il y a un flou artistique, et comme disait Martine Aubry, qui s'y connaissait en la matière, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Création d'un fonds d'investissement à la prévention de l'usure professionnelle. Un fonds d'investissement, les camarades. Un fonds d'investissement.
Ok? Vous avez vu comment on met le verre dans le fruit, là, tranquille, sans en avoir l'air? Avec 1 milliard d'euros, oui, pour commencer. Hein? Et on met, on met ce genre de disposition au début, à la marge, pour ouvrir une brèche. Alors, juste une chose quand même, c'est important. Il y a, je crois, de mémoire, pas vous dire de bêtises, mais 13 millions de Français qui pourraient être concernés par un compte, par la pénibilité. 13 milliards et demi, je crois. Savez-vous combien ont ouvert un compte pénibilité au moment où nous parlons? 1,5 million. Donc, on passe son temps à nous culpabiliser, à nous faire passer pour des privilégiés, pour des sensus qui veulent toujours moins en foutre. Alors que la réalité, c'est que les salariés en France, ils sont dans une position où ils, loin justement d'exiger des choses auxquelles ils n'ont pas droit, ils n'exigent pas des choses auxquelles ils ont droit. Et le fait de solliciter si peu la pénibilité renvoie à d'autres choses. Hein. Il y a un tiers des bénéficiaires du RSA qui ne le sollicitent pas. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Voilà où mène le travail de culpabilisation des salariés, en permanence. À leur dire, ouh, t'as pas honte. Les gens, ils ne sollicitent pas ce à quoi ils ont droit. C'est-à-dire qu'il y a l'ultra-majorité, 90% des gens qui sont confrontés à des postures pénibles, en tout cas à de la pénibilité. Oui, voilà. Alors, autre chose, autre élément dans la bataille revendicative importante, ça, moi j'adore, ils appellent ça la mesure sucrée. Et vous avez entendu ça, la seule mesure sucrée, et vous entendez les éditorialistes, car on se dit ça, on entend ça, on se dit, oula, c'est quoi ça? C'est une slabia, c'est quoi ça? C'est un loukoum, c'est quoi le truc? Bah bonjour, hein, c'est un sablé au beurre, mais qui étouffe bien, il y a intérêt à avoir de l'eau. Hein. 1200 balles de pension minimum. Alors là, les camarades, là par contre, faut taper, hein, là faut y aller. Ah, faut y aller. Hein. Alors d'abord, faut dire aux gens, détends-toi, c'est brut. Non mais moi je trouve ça, mais où est-ce qu'on est dans ce pays, et où est-ce qu'on est dans le monde d'ailleurs, pour que la France fasse figure de pays de cocagne, quand le gouvernement nous dit que ça c'est la mesure sucrée. C'est sous le seuil de pauvreté. C'est sous le 1200 balles brut, c'est sous le seuil de pauvreté. Et eux ils vous disent, ouh, regardez ce qu'on vous a réservé. Cadeau 1200 balles de pension brute pour une carrière complète. Alors, je vous le dis, si on regarde aujourd'hui les retraités qui ont les pensions basses et qu'on regarde qui a une carrière complète, devinez quel est le taux? Un tiers. 2 tiers des retraités qui ont des basses pensions n'ont pas de pension complète. N'ont pas de carrière complète. Donc, entre la carrière complète et ultra minoritaire, le fait que ce soit en brut, c'est magnifique. Ça c'est du sucré, hein. Vous risquez pas le diabète, je vous le dis, moi. Et alors, en fait, en gros, ce truc-là, ça va concerner quelques dizaines de milliers de retraités. On est 28 millions de cotisants, quand même. Non, mais c'est du foutage de gueule. Moi, j'attends le moment où on va nous foutre, où on va me coller en face un député macroniste pour parler de ça. Ah là, je vous le jure, ça va être comme Obélix, je vais pas m'arrêter, hein. De la retraite, enfin, il y a un salarié sur 2 qui arrive à l'âge de la retraite en n'étant pas en situation d'emploi. C'est quand même magnifique que de dire, vous savez quoi, partir en retraite 2 ans plus tard, c'est bien ça, c'est parfait. C'est-à-dire que ça va prolonger effectivement les périodes de chômage pour les seniors, hein, et donc bien évidemment, ça va bien sûr faire progresser la précarité, bien sûr. Et effectivement, au lieu d'être à la retraite et face à la précarité, les seniors viendront grossir l'armée de réserve du chômage tout en posant un nouveau problème à résoudre, celui de l'emploi des seniors. En plus,
cette histoire de l'emploi des seniors, c'est aberrant. Parce que quand il y a des seniors qui continuent à rester en emploi jusqu'à 64 ans, ça bloque l'emploi des jeunes. Hein, parce qu'il y a l'emploi des seniors, mais il y a l'emploi des jeunes aussi. Hein, et le chômage des jeunes. Alors en plus de ça, il faut quand même mesurer que cette réforme des retraites, si elle passait, elle se conjuguerait et s'additionnerait avec la réforme de l'assurance chômage, qui a réduit drastiquement la durée d'indemnisation, notamment pour les 56 ans. Donc là, on aurait un effet conjugué de plusieurs mesures antisociales gravissimes. Mais bien évidemment, plus on repousse l'âge légal de départ à la retraite, plus, et c'est très facile à comprendre, les risques d'y arriver en mauvaise santé augmentent. Voilà. Alors, et si on pouvait avoir le droit de partir à la retraite et d'en profiter un peu, hein? Parce que, bien sûr, ils nous disent, ouais, l'espérance de vie. Mais il y a un truc important, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et elle stagne. Voilà. Et c'est 63 et 64 ans pour les hommes et pour les femmes. 63 pour les hommes, 64 pour les femmes. Donc, merci. Si on pouvait éviter d'en revenir à la retraite des morts, alors ce serait peut-être pas la retraite des morts, mais ce serait la retraite des moribonds, ou la retraite des agonisants, ou la retraite des gens qui tout d'un coup se découvrent un crave à 64 ans. Voilà. Donc non, la retraite, c'est quelque chose qu'on a gagné tout au long de sa vie par son travail, et on voudrait pouvoir en profiter, en fait. En profiter. Quelques années. Notamment sur les 150 milliards, oui, tu as raison. D'ailleurs, souvent, c'est marrant, je commence par là, et là, je ne l'ai même pas mentionné. Oui, il y a 150 milliards d'euros dans les fonds de réserve des différents systèmes de retraite. 150 milliards donc, de réserve. Donc, on suppose que ça peut servir pour des déficits, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et ça, ce chiffre n'est contesté par personne. Hein. Voilà. Donc, on vient nous gonfler pour 12 milliards de déficit, alors qu'on a accumulé ces dernières années 150 milliards de fonds de réserve. Et c'est bien évidemment pour pallier à des difficultés particulières. Enfin, peut-être que ça en peut faire partie des déficits. Enfin, vous voyez bien, en tout cas, pour résumer, que quelle que soit la manière dont on prend la pelote, bien évidemment, le gouvernement nous raconte n'importe quoi, l'argent public et les cotisations dans un seul sac. Au moment du quoi qu'il en coûte, ils ont mis en place le chômage partiel pour sauver l'emploi, tatati, tatata. Bon, financé avec quoi? Ben, financé avec, bien évidemment, c'était de l'argent public, c'était des subventions publiques, c'était voilà. Bon, et on apprend quoi dans la presse? Que le groupe Carrefour a mis en chômage partiel 82% de sa main-d'œuvre. Mais c'est une blague. Quel est le secteur qui, pendant la pandémie, n'a pas souffert? Si ce n'est celui de la grande distribution. Les gens, ils avaient quelque chose à faire, c'était aller faire leurs courses. D'où Carrefour met 82% de sa main-d'œuvre en chômage partiel. On a poussé des cris d'orfraie, on a gueulé, le gouvernement, il n'a rien fait. Hein. Chèque en blanc, c'est tout. Et après, on vous dit, salut les salariés de Carrefour, vous avez travaillé 2 ans de plus, parce qu'il faut payer le quoi qu'il en coûte. Alors vous allez dire, ah oui, oui c'est vrai, vous avez pas perdu votre emploi. Ouais, d'accord. Enfin, c'est surtout Carrefour et les autres grands groupes qui ont versé 80 milliards de revenus financiers aux actionnaires. Voilà. Donc le quoi qu'il en coûte, c'est pas les salariés qui en ont été les principaux bénéficiaires, loin s'en faut. Donc c'est pas à eux de payer, tout simplement. Les copains, vous vous rappelez pourquoi Carrefour a mis 82% des salariés au chômage partiel? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les secteurs non alimentaires, à tout le moins, puisque les marchands de chaussures, de vêtements et autres n'avaient pas le droit d'ouvrir. Et Carrefour ouvrait, qui faisait des couilles en or. Donc il arrive un moment où ça s'est vu, quoi. Et donc on a demandé à Carrefour de fermer les secteurs non alimentaires le lendemain pour l'emploi. C'est pour le 31, on a une grosse mobilisation qui est prévue. Et je voulais savoir comment on pouvait faire pour les motiver au maximum. Et aussi savoir comment vous avez fonctionné au sein de l'APD pour mobiliser le bon nombre de personnes. Parce qu'il y a certains de nos employés qui nous disent 2 jours, ça va faire beaucoup sur le mois, ou d'ici je suis en retraite, j'aurai d'autres réformes.
Donc j'aurai d'autres réformes. Tant que je suis en retraite, on aura d'autres changements, on aura d'autres présidents. C'est ce qu'on entend dans les magasins. Alors, du genre, on aura d'autres présidents, ils pourraient revenir sur la réforme, c'est ça? Et l'abolir? Bon. Non mais j'entends, hein. Vous savez, moi je suis prof en activité, donc je bosse. Donc les salariés, des collègues, j'en ai, hein. Donc, et y compris, dès que je peux, c'est moi aussi qui peux aider à animer les heures d'info syndicales, notamment sur les grands sujets comme ça. Il faut avoir conscience, bon d'abord il faut être patient, hein. Vous le savez, c'est comme ça, hein. Il y a des gens qui trouvent des fois 1000 raisons pour ne rien faire. Bon. Alors, là-dedans il y a deux catégories. Il y a des gens qu'on peut convaincre, parce qu'ils sont, voilà, ils sont sensibles aux arguments développés, et d'autres, bon, on pourrait toujours, hein, pourrait faire ce que vous voulez, ils vous sortiront toujours des arguments fallacieux et des prétextes. Bon, bah, chacun d'entre nous, on est capable de distinguer et de pas dépenser trop d'économies avec la deuxième catégorie. Moi, je vous le dis, hein, je suis quelqu'un de très, y compris mes camarades CGT dans mon bahut, je leur dis, ça va, tu t'épuises pas avec elle, ou t'épuises pas avec lui, tu sais bien comment il est, ne t'épuise pas, ça sert à rien, voilà. Bon, ça, il faut être capable de se le dire, hein. On convaincra pas tout le monde, ça n'a jamais été le cas. Par contre, il y a des gens qui sont hésitants, et donc, il faut se rendre disponible pour répondre à ces choses-là. Et je pense qu'il faut viser juste. Alors d'abord, ceux qui vous disent « Ah mais oui, mais 2 fois dans le mois, ça va être compliqué ». Il faut dire aux gens, il faut leur parler là, le langage de la vérité. Il faut leur dire les choses simplement. Est-ce que tu as envie d'être un peu dans la merde financièrement ce mois-ci, ou le mois prochain, ou tu as envie de te coller 2 ans de plus au boulot? Faut se dire les choses simplement. Hein. Est-ce que tu as envie? Il va y avoir un effort à faire quelque part. Soit tu acceptes un sacrifice financier, soit tu acceptes de travailler 2 ans de plus, et quand tu seras vieux, épuisé, et ce sera trop tard à ce moment-là. Là, tu as encore le choix. Tu as encore le choix. À 64 ans, tu l'auras plus. Tu vas t'enquiller des années au boulot alors que tu seras épuisé. En plus, vous êtes dans un secteur qui est un secteur pénible. Qui a envie de se cogner un boulot dans un centre commercial bondé en période de solde, ou dans un magasin bondé en période de solde ou tous les week-ends, à soulever des poids, à se rendre disponible, à être dans des secteurs où il fait froid, enfin bon, tout ce que vous connaissez sur les conditions pénibles de votre boulot, à 64 piges. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme pari? Et en leur disant, moi le pari c'est simple, et tu sais quoi, si je mange des patates pendant 2 mois, et si je pars un peu moins en vacances, je préfère ça à me cogner, effectivement, 2 ans plus au boulot. En leur disant que le gouvernement table, et on le sait, il y a eu des déclarations, des articles de presse, le gouvernement table sur les difficultés de pouvoir d'achat et les difficultés financières. C'est vraiment une belle brochette de salauds, mais dans leurs études, ils se sont dit, ça va pas durer. Et les Français crèvent la dalle, là. Ils sont étranglés. Donc ils misent là-dessus. Donc il faut dire aux gens, tu te rends compte le piège? Et il faut leur rappeler, moi je suis prof d'histoire, cette retraite et toutes ces conquêtes, elles ont été gagnées par nos anciens. Croyez-moi, ils vivaient pas mieux que nous. À minima, ils vivaient pas mieux que nous. D'accord? Ils étaient bien souvent dans la mouise. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Ils se sont battus pour avoir cette réforme. Là, nous, on doit se battre pour la conserver et pour l'améliorer. Donc, à un moment, je sais bien que les gens sont étranglés par des tas de trucs, mais là, il faut faire un choix. Et me semble-t-il, il y a un choix qui n'est pas possible, c'est accepter ça en leur disant, attention, si celle-là, elle passe, et encore plus si elle passe avec des luttes médiocres, dans 5 ans, tu t'en manges une autre. Et là, ça ne sera pas 64. Parce que dans les autres pays, ils vont continuer à monter. Hein. Rien ne va être réglé avec ces réformes paramétriques. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, ils nous disent qu'il faut rajouter. Non mais c'est quoi l'histoire? À la fin, on va y aller à quel âge? Voilà. Donc, il faut leur dire ça. Ça va pas... Justement. Et alors, quant à dire, il y a d'autres gouvernements qui vont venir,
C'est comme si on disait, bon, je vais peut-être gagner à l'euro million. Parce que, en fait, qu'on me donne un exemple, où ces 30 dernières années, on a eu une réforme qui allait dans l'autre sens. C'est-à-dire qui baissait l'âge légal, ou qui baissait le nombre, la durée de cotisation. Jamais. Jamais. Et si ça se produisait, ça ne pourrait être qu'avec un très fort mouvement de mobilisation. En 1968 et en 1936, même en 1936, c'est pas grâce au gouvernement de Léon Blum qu'il y a une conquête. C'est parce qu'il y a un mouvement extrêmement puissant dans les entreprises et dans les usines. Donc, ceux qui te disent, mais il y aura peut-être un gouvernement... Non, mais il n'y a pas de gouvernement magique qui arrive. Et si un gouvernement devait revenir sur ces réformes-là, ce serait dans le cadre d'un mouvement social massif, donc avec des grèves. Donc, ça se mord la queue. Donc, c'est maintenant qu'il faut se battre. Et il faut discuter avec les camarades qui sincèrement disent ce genre de choses pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Et plus on se battra massivement, et moins ça durera longtemps. Et donc là, on l'a dit, c'est 2 millions le 19. L'idéal, ce serait d'avoir le même blocage de l'économie pendant une journée, pour commencer, mais avec une mobilisation la plus massive possible. Parce qu'en fait, tel qu'on voit les choses, il va y avoir des journées éparses, mais il va y avoir des grosses journées de mobilisation dans pas mal de secteurs. Les cheminots l'ont dit, l'ont déjà annoncé, l'électricité aussi, le secteur de l'énergie. Mais on ne peut plus faire de grève par procuration. C'est pas possible. Tous les secteurs doivent prendre leur part. On ne peut plus faire comme on a fait ces dernières années, où certains secteurs se battaient pour tout le monde. Ça marche pas, ça. C'est pas possible. Il faut à tout prix que tous les secteurs s'y mettent. L'éducation, la santé, l'industrie, etc.